Journée de grève et de manifestation pour la défense des retraites. Chacun s'y prépare à prévoir de grosses perturbations dans les transports et dans l'éducation nationale. François Fillon indique qu'il recevra les syndicats le lendemain, c'est-à-dire mercredi. Au Proche-Orient, Colin Powell plaide pour le plan de paix soutenu par Washington. Il a rencontré successivement Ariel Sharon et le Premier ministre palestinien Abou Mazen, la politique du donnant-donnant. L'affaire des disparus de Mourmelon avec l'ouverture du procès de l'ex-adjudant Pierre Chanal. Il répondra de 3 assassinats. Pierre Chanal, déjà condamné à 10 ans de prison pour le viol d'un autostoppeur, est aujourd'hui libre. Et puis le concours Lépine, l'invention de l'année est écologique. Une maison solaire en forme d'éventail, également primée, un collier autour du cou des enfants dont l'alarme se met en marche en cas de chute dans la piscine. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous propose d'ouvrir ce journal par ces plaques de fioul qui se sont déposées sur plusieurs plages de la Côte d'Azur cet après-midi. La baignade a été aussitôt interdite. Au large ont été repérées des nappes de plusieurs centaines de mètres de long, provoquées sans doute par un dégazage sauvage. Caroline Gauthier. Des nappes bien visibles. La pollution a atteint certaines plages de la Côte d'Azur en ce début d'après-midi. Menton, Roquebrune et Monaco ont ainsi vu leurs eaux polluées en l'espace de quelques minutes. Conséquence, la baignade a été interdite et des barrages flottants mis en place pour empêcher l'arrivée de nouvelles nappes de pétrole. Nous avons été informés dès le début de l'après-midi que certaines plages commençaient à être touchées par cette pollution, en particulier celles qui se trouvent entre le Bastion et le Casino. Il y a donc à 10 miles ce marin une série de nappes dont certaines feraient de 200 à 300 mètres. Au moment où je vous parle, j'attends un bilan exhaustif complet. Donc c'est une pollution aux hydrocarbures. Et une pollution probablement due à un dégazage sauvage selon le parquet de Nice. Un remorqueur ainsi que des moyens aériens sont actuellement sur place pour évaluer l'ampleur de la pollution et identifier l'hydrocarbure. Des résultats obtenus dépendra le retour à la baignade. Un avion de chasse s'est écrasé près du camp militaire de Mont-de-Marsan. Le pilote du Mirage F1 a eu le temps de diriger son appareil sur l'hippodrome, alors désert, puis de s'éjecter. Fort heureusement, pas de victimes. Caroline Femme. Ce matin, le site était encore sous haute surveillance. Quelques débris de l'appareil devant le portail de l'hippodrome et plus loin, à l'intérieur du périmètre de sécurité, un cratère. Quelques voisins ont assisté au crash du Mirage F1, comme cette femme qui a vu le pilote s'éjecter. Et j'ai vu tout d'un coup quelque chose qui sortait, comme un parachute, vous savez, qui va s'ouvrir, mais n'était pas encore ouvert, et une flamme à peu près d'1 mètre sous lui. J'ai dit à mon mari, mon Dieu, il prend feu. Bon, et j'ai vu le parachute s'ouvrir, orange il s'est éjecté là, à ce niveau. L'avion s'est écrasé seulement quelques secondes plus tard. D'autres témoins se sont alors précipités sur les lieux. Vous aviez une aile de l'avion encastrée dans un box, devant la porte d'un box avec un cheval coincé. Et puis des gens qui s'affairaient à sortir les chevaux, à éteindre les foyers qui étaient allumés, les départs de feu dans les box avec la paille. Voilà quoi, grosse agitation. Plus de peur que de mal, finalement, seul un cheval blessé a dû être euthanasié. Quant au pilote, il s'en sort bien, tous les témoins le disent, il s'est éjecté au dernier moment. L'avion a eu un problème moteur grave, le pilote a essayé de le traiter, puis voyant qu'il n'y arrivait pas, il s'est résolu à l'éjecter juste avant l'éjection, donc il a visé la zone la plus inhabitée possible, là où il se trouvait, donc l'hippodrome. Le Mirage F1 était en mission, comme tout appareil de la police de l'air, il était armé. Les 2 missiles d'autoprotection et les obus ont été neutralisés. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident. L'actualité sociale de cette semaine sera dominée par la grève nationale de mardi. Les perturbations devraient toucher de très nombreux secteurs, à commencer par les transports publics. 80% des vols annulés, un trafic ferroviaire dès lundi soir très affaibli. Chacun se prépare à ce mardi noir. Claude Marc, Nicolas Prader. Quand le TGV pointe son nez pour les retours de ce long week-end, les quais de la gare Montparnasse à Paris sont vite noirs de monde. Mardi, ils auront sans doute un autre visage. Ils seront sûrement déserts. Car la grève, elle, pointe beaucoup plus que le bout de son nez. Les grèves, ça va perturber évidemment tous les Parisiens une fois de plus. Voilà, tout ce qu'on peut dire. Et comment vous ferez? Moi, j'irai à pied. Et vous ferez bien, madame, car dès lundi 20h jusqu'à mercredi 8h, le trafic ferroviaire sera fortement perturbé. La SNCF prévoit en moyenne un TGV sur 3 et un trafic quasi nul pour les trains corail et les TER. L'Eurostar, en revanche, circulera normalement. Ceux qui aiment l'avion ont eux aussi bien fait de s'envoler dès ce dimanche.
car mardi, 80% des vols seront annulés à l'arrivée et au départ des aéroports français, toutes compagnies confondues. L'appel à la grève des contrôleurs aériens a bien été entendu. Côté employés et côté usagers, on s'attend à une journée très difficile. Sauf si les personnes ne se présentent pas, ils se disent c'est pas la peine d'aller à l'aéroport parce que ça sera un peu la pagaille. Je pense que oui, il y aura du monde et ça sera un peu le bazar. Je préfère rester à la maison parce que ça va être dingue. Dingue sera également la journée en province, où le trafic des transports en commun sera perturbé dans 70 villes, dont Marseille, Lyon, Toulouse ou encore Bordeaux. Les habitants de la capitale n'ont pas plus de chance, avec de très fortes difficultés pour voyager en métro, en bus et en RER. Pour certains, la solution sera radicale. A priori, je ne vais pas aller travailler. Pourquoi ? Parce qu'ils font chier. Voilà pourquoi. Dans cette grande pagaille, prendre la voiture sera peut-être la solution, mais gare là aussi aux embouteillages. Les écoles, collèges et lycées devraient être affectés par cette grève qui touche globalement l'éducation nationale. Les élèves risquent de trouver porte close mardi. Dans d'autres établissements, l'accueil ne sera que limité. Voyons comment les parents s'y préparent. L'exemple en Haute-Garonne où le mouvement s'annonce l'un des plus suivis. Isabelle de Lyon, David Bress. Le programme est déjà affiché dans la plupart des écoles. Certaines seront fermées mardi. Il n'y aura parfois qu'un enseignant pour 11 classes. Les parents sont donc invités à garder ou faire garder les enfants. Comment se débrouiller? Voici quelques recettes glanées au marché. J'ai la chance d'avoir mamie, donc mes deux filles seront gardées par la mamie. Voilà. On est là pour ça, hein, quand on peut, quand on est disponible. Moi j'ai de la chance, mes patrons m'autorisent à la prendre à la maison, avec moi, au travail, donc tout va bien. Des mamans qui ne travaillent pas se disent prêtes à donner un coup de main. Oui, moi je me suis proposée à garder d'autres enfants. Mais bon, on essaie de s'organiser entre mamans vis-à-vis des gosses. Aujourd'hui dimanche, temps de l'insouciance. Mais pour certains, mardi sera jour d'ennui. On a 4 enfants, donc très difficile. Et bon, on se débrouille simplement. Moi je trouve, comme beaucoup de gens, je pense, pas le seul, qu'on est peut-être pris un petit peu en otage aussi de ce côté-là. On a passé 3 jours la semaine dernière avec des gardes et tout, à chercher des babysitters jusqu'au dernier moment, et c'est pas trop évident. Ma sœur qui était en vacances les a pris une journée. Là, bon, j'ai personne pour les garder, donc c'est moi qui pose la journée. Certains parents ont résolu tous les problèmes en déposant un jour de grève et ils annoncent leur intention de manifester en famille. C'est un mouvement, je dirais, général, quoi, auquel tout le monde devrait s'associer, qui concerne tout le monde. Bien au-delà des retraites, c'est la qualité du système éducatif qui mobilise les parents. Hier, ils étaient déjà plusieurs milliers à le dire dans les rues de Toulouse. Le mouvement de grève contre le projet de réforme des retraites prend des allures de test, une épreuve de force dont l'efficacité sera mesurée par les syndicats en se basant sur l'ampleur de la mobilisation. Parmi les corporations les plus actives à faire grève, il y a les cheminots et pourtant, le régime spécial des retraites dont ils bénéficient n'est pas menacé. Une grève par solidarité ou par anticipation. François Baudonnet, Alexandra Renard. Dans 10 minutes, Thomas Joussan sera l'un des contrôleurs sur ce Paris-Lyon. Place numéro 12. Oui, c'est ça. À 35 ans, il exerce son métier depuis 15 ans déjà et mardi, il sera en grève. Moi j'ai des amis dans le privé, j'ai des voisins, j'ai de la famille et je ne veux pas leur laisser ce projet de retraite se mettre en place. La solidarité avec les autres salariés, c'est ce qu'invoquent les cheminots pour expliquer leur mouvement, alors même qu'ils ne sont pas encore concernés par la réforme des retraites. Les cheminots, même si pour le moment on essaye de dire qu'on sera mis à part et que nous ne sera pas tout de suite réformé sur le régime spécial, à un moment il y aura une réforme qui sera engagée, une négociation avec les directions d'entreprise, comme l'a dit le ministère des Affaires sociales. Le régime spécial de la SNCF, une caisse alimentée par 179 000 cotisants seulement pour 312 000 retraités. Elle doit du coup être subventionnée à hauteur de 50%. C'est pourtant ce système que mardi les cheminots seront appelés à défendre, une grève préventive en quelque sorte. Et là, ils font grève, ils se battent pour leur retraite, mais ils ne sont pas touchés. Et le jour où on va toucher leur privilège, ça va être une catastrophe. Ça m'énerve. Pourquoi? Parce que tout le monde a le droit de faire la grève, mais il y a aussi des gens qui vivent et qui ont besoin de travailler et qui ont besoin de faire autre chose. Quel est le moyen de se défendre aujourd'hui s'il n'y a pas ces rassemblements populaires sur la voie publique? C'est en tout cas le moyen choisi une nouvelle fois par les syndicats de cheminots. Or, c'est précisément sur le régime des retraites de la SNCF qu'en 1995, Alain Juppé avait mis le feu aux poudres.
Jean-Pierre Raffarin a précisé cette fin de semaine que ce n'est pas la rue qui dicte sa loi. Pour sa part, le ministre des Affaires sociales, François Fillon, invité de l'émission de Jean-Pierre Elkabbach à Europe 1, annonce que la discussion est ouverte puisqu'il recevra dès mercredi les syndicats. Mais néanmoins, le gouvernement prendra ses responsabilités. C'est ce que veulent les Français, explique François Fillon. Nous l'écoutons. Nous avons démontré à plusieurs reprises la difficulté de réformer l'État, de réformer la société française. Et je crois que, là encore, le message du 21 avril, c'est aussi un message de colère de beaucoup de Français qui demandent à l'État d'assumer ses responsabilités. Je crois que les Français veulent un État qui dialogue, qui écoute tout le monde, qui écoute naturellement les partenaires sociaux, mais qui décide. Et qui décide même si il y a une contestation sociale après avoir fait le nécessaire en matière de dialogue. Enfin, pour clore ce chapitre, si l'on en croit le sondage CSA pour le Parisien, sachez qu'une majorité de Français soutiennent la mobilisation syndicale, ils sont 64%. Par ailleurs, 65% de personnes se disent inquiètes pour leur retraite, 34% pensent le contraire. Le Proche-Orient avec le plan de paix imaginé par les Américains, comme émissaire le secrétaire d'État Colin Powell, qui est arrivé en Israël. La relance du processus de paix passe par des efforts ou des concessions nécessaires du côté palestinien et israélien, mais cette politique du donnant-donnant a bien du mal à être acceptée. Aucune des deux parties ne souhaite en faire le premier pas. Charles Anderlin. Colin Powell a préféré s'entretenir avec ses interlocuteurs palestiniens à Jéricho, loin de Ramallah où se trouve Yasser Arafat. Des discussions qui ont permis au secrétaire d'État de mesurer l'ampleur du fossé qui sépare Israéliens et Palestiniens. C'est ainsi que Mahmoud Abbas, le nouveau Premier ministre, a déclaré « Nous demandons l'arrêt total de la colonisation, la fin du siège de nos villes, la fin des assassinats, aussi des restrictions de mouvements imposées aux citoyens palestiniens et à leurs institutions. » Justement, quelques heures plus tôt, à Jérusalem, Ariel Sharon avait évoqué les implantations. Au sujet des localités juives et des avant-postes, et je l'ai souvent répété, Israël sera prêt à faire des concessions douloureuses. Mais lorsqu'il s'agit de la sécurité des citoyens et de l'État d'Israël, Israël n'est pas prêt à faire de concessions, ni maintenant, ni à l'avenir. Au cours de cette conférence de presse, Colin Powell a annoncé que la question des implantations sera évoquée lors du prochain voyage d'Ariel Sharon à Washington, où il a rendez-vous avec le président Bush. Alors, où en est cette fameuse feuille de route? Le Premier ministre israélien ne l'a pas évoquée une seule fois. Mahmoud Abbas, à Jéricho, lui, a annoncé qu'il était prêt à l'accepter officiellement dès que M. Sharon en fera de même. Reste le problème principal, la fin de la violence. Les Israéliens et les Américains demandent aux Palestiniens d'agir contre le terrorisme. Ces derniers répondent, ce ne sera possible qu'après le retrait de l'armée israélienne des villes qu'elle occupe. En Irak, la situation sanitaire est préoccupante dans la région de Bassora, où des cas de choléra auraient été détectés. Pas de confirmation officielle d'une épidémie, mais l'OMS se dit inquiète, même si cette maladie est endémique dans cette partie de l'Irak. Martine Laroche-Joubert, Nathalie Gallet. On a réparé les trous et vous avez percé à nouveau le tuyau. Pourquoi faites-vous ça? Les tuyaux d'arrivée d'eau potable éventrés à Bassora, les eaux sont de plus en plus polluées et les enfants les premières victimes des maladies infectieuses. Certains quartiers ne sont plus approvisionnés, alors des habitants se servent ici. Ahmed Youssef, ingénieur des eaux, se désespère. Vous êtes du quartier. C'est à vous de protéger les installations. On reçoit de l'eau sale chez nous. Nos enfants sont malades. Ils ont la diarrhée, on est obligé de payer pour avoir de l'eau potable. On en a assez. Si on empêche les gens de casser les tuyaux, ils nous attaquent avec des couteaux. Des installations vitales laissées sans surveillance. Les Anglais auraient dû dès le départ protéger le pipeline. Nous les avons rencontrés, mais ils n'ont rien fait. C'est pourtant aux forces qui occupent le pays d'assurer la sécurité et la salubrité de la population. D'autant plus que la situation sanitaire s'aggrave, des cas de choléra apparaissent dans la région de Bassora. Nous sommes dans un hôpital pour enfants. Ce sont eux les plus vulnérables en cas de choléra, une maladie qui s'attrape par contamination de l'eau et de la nourriture. 9 cas sont enregistrés ici. En réalité, il y a davantage de cas de choléra, mais à cause des difficultés à pratiquer des examens médicaux, beaucoup de cas ne sont pas diagnostiqués.
Alors nous disons aux familles, n'attendez pas d'avoir les résultats des examens. Venez le plus vite possible à l'hôpital pour la réhydratation des malades. Si on ne les soigne pas, le choléra est une maladie mortelle. C'est ici que les habitants de Bassora devraient acheter l'eau potable, trop cher pour la plupart. Plus d'un mois après la guerre, en matière de salubrité, il manque l'essentiel. L'Irak qui attend dans les heures qui viennent l'arrivée d'un nouvel administrateur, un ancien diplomate américain. En direct de Bagdad, Alain Chalvron, diriez-vous que les États-Unis, avec cette nouvelle nomination, changent de pied en fait en changeant d'équipe? Certainement, le président Bush tire les conclusions d'une incurie totale de cette équipe du général Garner qui n'a réussi à résoudre aucun des problèmes principaux se posant à l'Irak en un mois d'après-guerre. Et surtout pas le problème numéro un, c'est-à-dire celui de l'insécurité. Aujourd'hui encore, à Bagdad, un immeuble a été incendié par des pillards. Il a brûlé toute la journée, dégageant une forte odeur âcre de caoutchouc qui rappelle de fort mauvais souvenirs. La ville est devenue un coupe-gorge où on risque de se faire rançonner à tous les coins de rue. On entend des rafales tout le temps, de jour, de nuit. Bref, c'est devenu une ville très dangereuse. Et puis les problèmes économiques n'ont pas été résolus. Il y a des pénuries, l'essence, des heures de queue pour faire un plein. Les prix ont été multipliés par 2, par 3. Les salaires ne sont pas payés. Il n'y a pas de travail. Bref, il y a un vrai risque de crise sociale. Il fallait donc mieux tirer l'échelle et appeler au pouvoir ici à Bagdad une nouvelle équipe avec un vrai civil, un diplomate comme Paul Bremer, en espérant qu'il saura être, disons, plus fin, agir avec plus de doigté et surtout plus d'efficacité. Merci Alain Chalvron. En France, procès très attendu, celui de l'affaire des disparus de Mourmelon. L'ex-adjudant Pierre Chanal comparaîtra à partir de mardi devant les assises de Reims. Il répondra de l'assassinat présumé de 3 jeunes gens. Pierre Chanal, qui je vous le rappelle, a déjà été condamné pour le viol d'un autostoppeur hongrois. Il aura fallu plus de 20 ans pour que ce dossier des disparus de Mourmelon passe en justice. Dominique Verdeillan. Vous vous appelez Chanal Pierre ? C'est exact. Ce jour-là, l'ombre des disparus de Mourmelon plane sur la salle d'audience. Fraîchement radié de l'armée, Pierre Chanal comparaît pour le viol d'un jeune autostoppeur hongrois. Rescapé, Palas Falvey est aujourd'hui le principal témoin à charge. Le jeune homme ne doit sa survie qu'à l'arrivée inespérée des gendarmes. Il ne pouvait pas me relâcher comme ça dans la rue, alors que je connaissais son visage, sa voiture et tout. C'est difficile à croire. Verdict, 10 ans de réclusion criminelle. Dans le même temps, les juges d'instruction se succèdent pour élucider le mystère du triangle de Mourmelon. Janvier 80, août 87, 7 disparitions. Le scénario est à chaque fois identique. En fin de semaine, les appelés disparaissent au bord de la nationale. À chaque disparition, l'armée a toujours la même réponse. Désertion. L'affaire se complique quand c'est au tour d'un civil de disparaître. Les jeunes du contingent sont alors mis en garde par les gradés. Si vous êtes appelé à faire du stop, groupez-vous. L'armée tient à sa réputation de grande muette et peine à reconnaître ses erreurs. En 88. Pour l'instant, aucune hypothèse n'est à écarter. Et 14 ans plus tard. Mais je comprends qu'une famille éprouvée par cette disparition en veuille au commandement militaire de ne pas accélérer les démarches. Je le comprends tout à fait. En 85, déboussolée, la mère d'un des disparus se tourne vers les médias pour un appel désespéré. Quelles que soient les raisons qui vous ont poussé à disparaître, faites simplement savoir d'une façon ou d'une autre, mais sans dire où vous êtes, que vous vivez. Un appel sans réponse. Et pour les familles, toujours le même mépris de l'armée. Quand ils ont renvoyé les effets de mon fils, on me les a envoyés dans un sac sans un mot, pas un mot de gentillesse, de dire retenez les vêtements de votre fils et puis rien. Ça fait drôle. Hein. Une armée désinvolte et une justice laborieuse. Entre eux, les juges ne se font pas de cadeaux. Le dossier d'instruction allait sommeiller auprès du magistrat instructeur de Saint-Quentin, écrit le dernier juge de l'affaire. En 96, c'est la science qui sort le dossier de l'impasse. Des traces d'ADN sur des cheveux. Le dossier repose aujourd'hui sur quelques cheveux, mais cheveux dont je dis et je répète que rien ne permet d'affirmer qu'ils appartiennent à l'un des disparus. Depuis 7 ans, Pierre Chanal est libre. Chaque jour, il pointe à la gendarmerie. Assassin présumé, il se présente en victime. Même étant innocent, je suis persuadé que je serai condamné. Si j'étais condamné, de toute façon, je mettrais fin à mes jours immédiatement.
En 3 semaines de procès, 117 témoins tenteront d'éclairer 12 jurés sur 23 ans d'errement. En plein centre de Marseille, un couple de commerçants sauvagement assassinés dans leur boutique ont été découverts hier matin. Les victimes avaient 80 et 82 ans. Leur corps portait de nombreuses traces de coups. En Haute-Garonne, accident sur un manège d'une fête foraine. 4 jeunes ont été blessés après avoir été éjectés de cette attraction composée de bras articulés portant des nacelles. On ignore les raisons de cet accident. Après les arrestations hier à Saintes de 4 membres présumés de l'ETA, arrestation présentée comme un coup dur pour l'organisation terroriste, 2 nouvelles interpellations aujourd'hui à Bordeaux, un homme et une femme qui sont actuellement placés en garde à vue. Politique, à quelques jours du congrès de Dijon, le Parti socialiste réunissait ce week-end ses militants dans toutes les fédérations. Indiscutablement, l'arrivée en tête de la motion de François Hollande n'est pas contestée. Néanmoins, les débats se poursuivent dans les départements, comme dans l'Essonne, où les 2 figures locales ne sont autres que Julien Drey et Jean-Luc Mélenchon. Reportage Wittenberg et Bruno Vignet. C'est l'histoire d'un couple en politique. Ils ont divorcé, ils se sont même affrontés. Aujourd'hui, le match est fini. Ah ben c'est lui qui a fait gagner Hollande, hein. C'est vrai. Ah ben ça c'est aussi simple que ça. Je lis pas comme lui, hein. Je lis pas comme lui. C'est lui qui a fait gagner. Jean-Luc Mélenchon, Julien Drey, ce pourrait être le résumé du grand débat qui a traversé le PS avant son congrès. L'un est resté à l'aile gauche du parti avec Henri Emmanuelli, l'autre a donc rallié François Hollande. Une majorité de militants, 61%, a fait comme lui. Ils sont attachés à se battre aujourd'hui pour défendre leur identité, pour se refuser la logique du gouvernement Raffarin. Donc ils voulaient pas la crise, mais ils voulaient que ça change. Jean-Luc Mélenchon, lui, pense que pas grand-chose ne changera. Sa motion a recueilli 17% au plan national et ici, chez lui, en Essonne, juste un tiers des suffrages. Un résultat qui n'est pas facile à digérer. Nos camarades qui ont voté pas comme nous méritent le respect de leur opinion, mais il faut qu'ils sachent exactement pourquoi ils ont voté. Ils ont peut-être voté pour le chef, pour la stabilité, pour je ne sais quoi, mais ils ont voté contre les 37 annuités et demie pour la retraite. Et à la base du parti aussi, la victoire de François Hollande laisse à quelques-uns un goût amer. On n'a rien compris du 21 avril. On repart avec les mêmes personnes et puis c'est la même ligne. On verra. On se dit qu'il n'y a toujours pas de débouché politique pour les mouvements qui sont pour une autre mondialisation, pour les salariés qui sont dans les entreprises qui licencient. Un PS plus à gauche, une fausse bonne idée selon d'autres. C'est un peu démagogique de dire que parce qu'on a perdu le 21 avril, il faut être très à gauche. Je pense que le Parti socialiste est à gauche. Quand il est au gouvernement, il doit faire des compromis. Des compromis de quelle ampleur? Comment se faire à nouveau entendre des Français? Le PS n'aura pas trop d'un congrès entier pour répondre à de telles questions. La ville de Naples submergée par les ordures. 20 000 tonnes entassées sous la chaleur. Des incendies volontaires ont été provoqués dans des centaines de conteneurs. Ce seraient les habitants qui, au comble de l'exaspération, y ont mis le feu. Mais on évoque également la main de la mafia locale. La mairie a décidé de renforcer les patrouilles de police et de faire prendre en charge par des engins de l'armée le nettoyage de la ville. En Grande-Bretagne, l'affaire fait grand bruit. Des milliers de cerveaux humains ont été prélevés lors d'autopsies par des médecins au profit de la recherche, une pratique totalement illégale et à l'insu des familles de ces personnes dépressives ou handicapées. Laurent Boussier. 2 ans d'enquête et une conclusion sans appel. En Grande-Bretagne, entre 1970 et 1999, des milliers de cerveaux ont été prélevés sur les cadavres de personnes dépressives ou handicapées, puis donnés à des chercheurs sans le consentement des familles. Une affaire qui fait évidemment grand bruit. Un scandale sorti du silence des laboratoires de recherche par la volonté de cette femme, Hélène Isaac, dont le mari dépressif s'était suicidé en 1997. Grâce au témoignage d'autres docteurs, Madame Isaac a découvert que le cerveau de son mari avait été prélevé à l'issue d'une autopsie et donné à l'université locale. Nous n'acceptons pas les autopsies car nous croyons dans notre religion juive que l'âme du défunt retourne vers Dieu. Si mon mari n'a pas été enterré intact, comment son âme peut-elle aller vers Dieu ? Des extraits de l'enquête révélée par le Times prouvent que cette pratique était relativement courante dans les hôpitaux psychiatriques et que 24 000 cerveaux sont encore stockés dans les laboratoires et universités britanniques. Le rapport remis demain au gouvernement insiste sur la nécessité impérative de changer ces habitudes totalement illégales. On ne veut plus aujourd'hui de ce paternalisme qui consistait à dire les patients ou les familles ne savent pas, mais on ne leur fait pas de mal. Il s'avère que de laisser les gens dans l'ignorance est encore pire. Il y a la souffrance, mais aussi un sentiment de trahison pour les familles.
Pressé par ce rapport, le gouvernement britannique devrait dès cet été faire modifier la loi sur les prélèvements d'organes et y inclure des sanctions pour les auteurs de ces abus. Le fameux concours Lépine avec son lot de trouvailles, cette fois-ci Primo Solaire. L'invention de l'année est une maison en forme d'éventail. Florence Griffon, Jacques Gérard. Cela ressemble à un coquillage géant, une sorte d'éventail démesuré qui capterait la lumière du soleil. Certes, il faut un peu d'imagination pour deviner derrière cette armature une maison qui épouse la trajectoire du soleil. L'été, la verrière n'est pas éclairée directement, le soleil est trop haut, il fait frais à l'intérieur. L'hiver, le soleil plus bas emplit la maison de lumière et la chauffe. On a chiffré qu'au niveau chauffage, on pouvait atteindre des économies jusqu'à 80%. C'est du moins ce qu'on espère obtenir dès la réalisation du premier prototype. La maison devrait coûter 1 500 € par mètre carré. En attendant de la bâtir, il faut d'abord séduire et surtout expliquer. J'ai pas tout compris au fonctionnement, mais ça a l'air pas mal, quoi. C'est très simple. Fallait y penser. Lui ne pense qu'à cela depuis 10 ans. Bientôt, il ne sera plus un rêveur, mais un bâtisseur. C'est un morceau du rêve, c'est sûr. Le rêve, il sera complet quand on construira des maisons et qu'on pourra tous y habiter. En tout cas, grâce au concours Lépine, la première maison coquillage devrait voir le soleil en septembre prochain. À l'occasion de ce pont du 8 mai, nous avons voulu souligner une nouvelle fois la difficulté que rencontrent les handicapés en vacances. Les structures touristiques sont toujours inadaptées à leurs besoins et ils ont bien du mal à trouver des lieux de séjour adéquats. Laurence Deleur, Frédéric Basquet. Voici ce qu'un hôtel des environs de Cannes propose comme chambre accessible aux personnes handicapées. En reculant pour ouvrir la porte, René doit faire attention à ne pas tomber de la rampe. Dans la salle de bain, une baignoire au lieu d'une douche, bien plus commode pourtant, et un lavabo inutilisable faute de pouvoir glisser le fauteuil dessous. Comble de l'absurde, un canapé convertible qui empêche de circuler dans la pièce et qu'une personne en fauteuil ne peut pas ouvrir seule. Toute personne ici se rend compte que c'est pas possible pour des personnes handicapées d'utiliser ce genre de lit. Hein. Les équipements de cuisine ne sont pas plus accessibles. Rien n'est en fait adapté aux handicapés et pour cause. Parce que si vous voulez, le souci, c'est que c'est des appartements qui sont prévus pour des personnes à mobilité réduite, mais pas exclusivement. Pas question donc de séjourner là. Le couple visite 6 hôtels soi-disant accessibles avant de trouver un lieu adéquat. Et même ici, il y a encore un obstacle. Jacqueline ne peut pas atteindre le lavabo. Elle doit faire venir une auxiliaire de vie à ses frais pour sa toilette. J'avais trouvé personne pour m'aider. Je devais, rentrer chez moi. Ou ne pas partir du tout. Seul moyen pour le couple de se déplacer, cette camionnette aménagée. Un achat coûteux, 54 000 €, mais indispensable car dans le train, pas moyen de voyager à 2 fauteuils. Même dans le TGV, un seul fauteuil peut monter dans le wagon, ce qui veut dire que lorsque l'on est marié, on ne peut pas voyager ensemble. Quant à se promener côte à côte, il ne faut même pas y songer. Entre les panneaux plantés au milieu du passage et les trottoirs trop hauts, il ne reste souvent qu'une solution à Jacqueline et René, rouler l'un derrière l'autre sur la chaussée. L'actualité sportive, plusieurs athlètes de haut niveau ont décidé de tirer leur révérence. Ces jeunes retraités ont un peu plus de 30 ans et sont, d'après eux, au bout de leur carrière, une carrière bien remplie. Laurent Blanc attendra la fin de la saison pour s'en aller. Abdelatif Benazi a quitté hier les stades de rugby. Aujourd'hui, c'était au tour de Yannick Sauvray, la basketteuse de Bourges. Julien Beaumont. Abdelatif Benazi, Laurent Blanc, Yannick Sauvray, 3 icônes du sport français. Laurent Blanc, 37 ans, 97 sélections et un rituel devenu célèbre. Tout comme ce but en or contre le Paraguay, nous sommes au mondial 98. Un mondial synonyme de carton rouge pour Blanc en demi-finale, un comble pour celui que l'on considère comme un modèle de fair play. Autre période noire pour Blanc, Marseille. Il échoue en Coupe d'Europe, le seul titre qui manque à son palmarès. Depuis, celui qu'on appelle le président a remporté l'Euro 2000. Dernier succès en date, c'était cet après-midi. Il est devenu champion d'Angleterre avec Manchester United. Abdelatif Benazi, 34 ans, 78 sélections. Cela devait être sa dernière rencontre hier en Angleterre, mais en battant Sale, son équipe, les Saracens, se retrouve à jouer des matchs de barrage. Benazi devra patienter encore un peu pour mettre fin à sa carrière. Benazi à la retraite, pour de nombreux défenseurs, c'est un soulagement. Eux qui ont subi son 1m97 et ses 110 kilos, l'un des meilleurs 3e lignes du monde, c'est en tout cas ce que pensent les Anglais.
À son palmarès, un grand chelem en 1997. Benazi, le franco-marocain, est alors capitaine. Une victoire qu'il faut oublier cette défaite de 95 en demi-finale contre les Sud-Africains. Benazi échoue à 15 cm de la ligne. Yannick Souvray, 33 ans, 243 sélections. Pour ses adieux aujourd'hui, Bourges lui a réservé une ovation. Elle qui a offert aux Berruriers 6 titres de champion de France, 3 victoires en Euroleague et une couronne de champion d'Europe. Souvray, comme Blanc et Benazi, n'a pas cotisé 42 ans, mais les heures passées à faire briller le maillot français valent bien quelques exceptions. De la voile avec le départ de la course entre Cherbourg et Rémini, 12 multicoques en équipage, dont le trimaran de Michel Desjoyaux. Il s'agit de la 2e édition du Challenge Mondial Assistance. Partout en France, ce week-end se déroulait dans les grands ports français la fête du nautisme, un rendez-vous désormais annuel qui attire les estivants et les passionnés. Christophe de Valembras, Alain Larigrand. Le bateau file à près de 15 nœuds, aussi vite que le vent. Un 18 pieds australien, une minuscule coque à peine stable et 100 mètres carrés de voilure. Notre pilote, du bout des pieds et du bout des doigts. Attention, c'est bon. Une seconde d'inattention et l'équilibre est rompu. Mais les sensations sont à ce prix. Yves à gauche découvre le bateau aujourd'hui et pour lui, c'est la révélation. Et dire qu'il a fallu que j'attende 46 ans pour faire ça. Ce week-end au Sable d'Olonne, chacun y trouvait son compte. La fête du nautisme pour découvrir tout ce qui va sur l'eau. Maud, son truc à elle, c'est l'optimiste. Et en un quart d'heure dans le port, elle a compris l'essentiel. Quand on va aller à gauche, il faut aller à droite. Et puis quand on va aller à droite, il faut aller à gauche. Et sur les gros bateaux, c'est quasiment la même chose avec peut-être un poil plus de technique. Le génois, c'est la grande voile. La voile d'avant. La voile d'avant. Madame s'intéresse au bateau et semble apprécier son baptême de voile. Monsieur, lui, est plus sceptique. Moi, j'aime bien le confort, et donc ça bouge un peu trop, je trouve. Oh, il n'y a pas de Si. Ça donne un peu mal au ventre, mais bon, ça va aller quand même. Michel a lui préféré naviguer en père peinard, une virée en kayak de mer avec son fils Simon, et là encore, une découverte. On n'habite pas près de la mer, donc on n'a pas toutes ces activités à côté de chez nous. Et le fait d'avoir une journée où on peut se faire un petit peu d'optimisme, un peu de kayak, on peut même faire un petit peu de... Il y a des baptêmes de plongée, donc ça peut être intéressant. Entre sport et tradition, des centaines de personnes sont venues naviguer ce week-end au Sable d'Olonne. Une opération découverte qui est aussi l'occasion de promouvoir les sports nautiques à l'approche des vacances d'été. À Lille, ce matin, en plein centre-ville, grande course de roller, un marathon et semi-marathon, comptant pour la Coupe de France. Cette épreuve réunissait amateurs et équipes de professionnels. Plus de 300 participants et des spécialistes de l'acrobatie pour promouvoir la pratique du roller en France. La cérémonie des Molières sera retransmise demain soir en direct sur France 2. Dernière répétition aujourd'hui. Cette 17e nuit des Molières, présidée par Jean Pia, aura pour cadre cette fois-ci le théâtre Mogador, avec un hommage rendu à Gisèle Casatsu qui joue à chacun sa vérité de Pirandello. La grande fête du théâtre et 17 trophées à décerner, dont 3 nouveaux Molières. Un concours difficile, 600 spectacles en lice, dont 200 créations françaises. Sophie Jouve, Bernard Puissesseau et Didier Dahan. Un lancement discret, aucune vedette, et pourtant ce petit jeu sans conséquence est la surprise de la saison. Avec 9 nominations pour les Molières, une jolie comédie qui renouvelle avec brio les jeux de l'amour et du hasard. Je sais pas, vous êtes mariés? Non. Vous êtes en couple? Non. Vous avez une petite amie? Non, dis donc, vous êtes à l'aise, vous. Mais quelle est donc la recette de Stéphane Meldeg, le collectionneur de Molières, pour trouver les pièces qui font mouche? Le seul secret que j'ai, c'est que je suis maintenant et souvent dans une situation où je peux vraiment écouter que mon cœur. Amour toujours, mais dans un autre registre, Patrice Chéreau, en choisissant de plonger dans le désir de Phèdre, a créé l'événement et récolté 7 nominations, avec des interprètes magnifiques, dont Dominique Blanc dans le rôle titre. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Mais il faudra aussi compter avec Gérard Jugnot. Dans État critique, il a enfilé le costume de Sainte-Beuve, son premier personnage historique. Un défi gagné. Dans les nominés, c'est formidable. Sur les 400 spectacles qui se jouent en France, ou à Paris même, c'est déjà vachement bien. Je suis très très heureux, très fier et très ému.
Alors évidemment, le Molière du meilleur comédien finirait de le rassurer sur sa crédibilité d'acteur de théâtre. En tout cas, cette saison théâtrale restera dans les annales pour son record de création. Tel jeu de scène. Francine Berger, Daniel Lebrun, dans les coulisses d'un théâtre, dans les coulisses de leur métier. Quand j'ai découvert ton texte, je ne te cache pas que ma première interrogation était de me dire pourquoi continue-t-elle à écrire pour la scène, c'est si difficile. Car primé ou pas, le théâtre, c'est chaque soir se mettre en danger. Le roman, c'est si réconfortant, tu ne vois pas le lecteur s'endormir. Avant de refermer ce journal, ces images du concert de Paul McCartney, hier à Rome, au Colisée, une soirée de bienfaisance avec un public trié sur le volet. Ce soir, 16 écrans géants et une scène de 130 mètres carrés devant le Colisée permettront aux 300 000 spectateurs attendus de profiter du répertoire de l'ex-Beatles. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, 20h55, votre film, Hit avec Robert De Niro et Al Pacino. Demain à 7h40, dans Les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Jean-Louis Borloo, ministre délégué à la ville. À 13h, le journal Daniel Bilalian. 20h, David Pujadas. Excellente fin de soirée sur France 2.